Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Nous continuons notre petit périple historique avec la naissance des grandes disciplines scientifiques. À l'époque des Lumières, les différents domaines scientifiques se consolident, à la fois d'un point de vue épistémologique que du point de vue des méthodes applicables à chaque domaine particulier. Ainsi, au XVIIIe siècle, naît la botanique, essentiellement avec Carl von Linné, qui en 1753 publie une classification des plantes, introduisant son système de classification sous forme d'un binôme de noms, avec le genre et l'espèce, qui est encore utilisé de nos jours. Quand on parle des plantes, quand on dit par exemple le Canis lupus pour le loup, c'est encore le système de classification de Linné. Alors voici un petit Canis tout court, c'est mon petit chien, mais ce n'était pas un Canis lupus. Ensuite, en 1778, Lavoisier, qui fonde réellement la chimie moderne, établit la loi de la conservation de la matière et identifie l'oxygène et le baptise. On voit aussi apparaître les sciences de la Terre. La médecine également se développe et se divise en différentes disciplines par les examens cliniques et la classification des maladies, essentiellement par Cullen et Boissier. Arrive le 19e siècle. Au 19e siècle, la biologie a connu de très grands bouleversements, avec la génétique de Mendel, qui a étudié la manière dont les caractères étaient hérités à travers les générations, en étudiant les pois simplement dans son jardin. C'était un moine, et ses travaux ne furent pas tout de suite connus, car il publia curieusement dans sa patrie, en Europe de l'Est, dans une revue de météorologie. C'est un peu particulier. Mais ces lois ont été connues et reconnues et retrouvées par après. La physiologie aussi a fait beaucoup de progrès avec Charcot, Wundt, et surtout aussi l'abandon du vitalisme, qui prônait l'existence d'un fluide vital. Le vitalisme avait progressivement perdu du terrain, mais restait encore fort. Et on considérait que la matière vivante était d'une nature différente de la matière inorganique. Un chimiste tentant de synthétiser une molécule particulière synthétisa accidentellement un isomère, à savoir l'urée, un produit qui était considéré comme pur produit du vivant. Et il venait d'en faire la synthèse inorganique. Il prouva ainsi, et bien d'autres après lui avec d'autres molécules, que le vivant et l'inorganique étaient constitués des mêmes choses, de la même matière. À cette époque également, l'opposition entre les sciences et la religion s'affirma, en particulier avec la publication du livre De l'origine des espèces de Darwin, qui fonda la théorie de l'évolution moderne, bien qu'ayant beaucoup évolué elle-même depuis, beaucoup progressé. Mais Darwin n'est pas le fondateur de l'idée d'évolution. Bien avant lui, d'autres y avaient travaillé, et en particulier, juste avant lui, Lamarck. Mais jusque-là, outre l'opposition fixiste, comme pouvait l'être un Cuvier, qui a mis au point le système d'étude des fossiles, très important, la paléontologie, il a littéralement fondé la paléontologie. Il y avait les évolutionnistes, comme Lamarck, mais l'évolutionnisme restait finaliste. Donc pour Lamarck, la girafe avait un long cou, parce qu'à force de tirer pour manger des feuilles, son cou s'était allongé au cours des générations. Darwin dit non. Darwin dit il y a une variabilité dans les espèces, des individus tous un peu différents. Donc à l'époque, on ne connaissait pas l'ADN, on ne connaissait même pas encore la génétique, et on ne pouvait pas expliquer ces variations, mais elles étaient évidentes.
tous les enfants d'un couple sont différents, à part les vrais jumeaux. Et donc, certains sont plus adaptés à l'environnement dans lequel ils vivent, et donc favorisent leur reproduction, voire leur survie. D'ailleurs, au début, c'était l'idée du principe du plus fort, la survie, le principe de la survie, que Darwin a immédiatement orienté en principe de meilleure reproduction de l'espèce. Car à quoi bon survivre si on ne transmet pas ses gènes à sa descendance? Et cette idée d'une sélection en partie aléatoire, une diversité qui résulte du hasard, et une sélection en fonction de l'environnement, et une évolution des espèces, cela écartait totalement la religion. Plus de finalité divine, plus de fixisme, toutes les espèces créées à l'origine. Et donc il y a eu on peut le dire, encore un affrontement, encore au XIXe siècle, entre la science et la religion. La sociologie fait également son entrée dans le monde des sciences avec Auguste Comte. Un point particulièrement important à soulever est celui de Claude Bernard. Claude Bernard, 1813 à 1878, était médecin et physiologiste, reconnu. Ayant étudié les maladies qui portent son nom, il est le fondateur de la médecine expérimentale, qui a donc fait de la médecine une science à part entière. Il a publié un véritable modèle de pratique scientifique. Son idée était que l'observation doit réfuter ou valider la théorie, pas l'inverse. La théorie n'est jamais acquise, elle doit évoluer avec les progrès des découvertes, d'observation, d'expérience. Et elle doit être constamment soumise à la vérification et à la critique. Si ce n'est pas le cas, si on considère la théorie comme une vérité absolue, elle devient une doctrine. Le XIXe siècle, c'est aussi la révolution industrielle. La révolution industrielle a complètement changé la face de la Terre. Elle a totalement bouleversé la société et l'économie. Elle a pas seulement favorisé un mode de vie meilleur pour une partie des gens, une grande partie au moins, elle a aussi permis des innovations, des découvertes scientifiques et techniques. Le besoin permis de pousser ces innovations. La vapeur, le contrôle, la maîtrise de la vapeur, puis de l'électricité, furent des moteurs importants des avancées techniques, qui permit une amélioration des transports et de la production. Avec ces techniques qui se développaient, pouvaient également s'améliorer les instruments scientifiques. On observa ainsi la création de meilleurs microscopes qui permirent à Pasteur de faire des progrès notables dans l'étude des microbes. Et le télescope aussi s'améliora fortement, permettant de mieux observer et de mieux comprendre les phénomènes célestes. On observe ainsi une étonnante synergie entre industrie, technique et science. L'industrialisation a besoin de techniques. Les techniques s'améliorent. Les techniques permettent de concevoir de meilleurs instruments scientifiques. Les instruments scientifiques permettent aux scientifiques de faire de meilleures expériences. On dit toujours qu'une révolution scientifique vient de l'amélioration de la précision des expériences, car une meilleure précision permet de découvrir des détails que l'on ne connaissait pas et des failles dans une loi que l'on pensait établie.
Les améliorations des connaissances scientifiques permettent de mieux comprendre comment fonctionnent les phénomènes, permettent la création de meilleures technologies, profitent à l'industrie, à de nouveaux instruments, et ainsi de suite, avec une véritable relation entre toutes ces parties. C'est sans doute ça et l'accumulation des connaissances et le fait que la science est devenue plus rationnelle et aussi la population plus nombreuse, il faut bien le dire, plus il y a de gens, plus il y a de scientifiques. Tout cela explique sans doute l'énorme boom scientifique que furent le 19e et surtout le 20e siècle. Au 19e, on a aussi l'étude de l'électromagnétisme, l'électricité et le magnétisme, par de nombreux scientifiques, Ohm, Joule, Watt, et bien d'autres, et en grande partie aussi Faraday, expérimentateur de génie, et Maxwell, qui réussit à mettre en équation la théorie de Faraday. Les équations de Maxwell sont la théorie de l'électromagnétisme, qui sera à la base de la relativité. Maxwell a également créé la théorie cinétique des gaz, basée sur la théorie atomique. Donc l'idée que toute matière est composée d'atomes, les atomes étant les éléments chimiques. C'est avec la chimie et Dalton que cette idée de constitution atomique est apparue. Nous l'avons vu, elle date de très loin, c'est Démocrite, mais à l'époque, on ne se posait pas de la question de la nature de l'atome ou de pouvoir même expérimenter dessus ou pouvoir les observer. La conception moderne d'atomes était à des années-lumière de celle de Démocrite, en plus d'être à plus de 2000 ans de distance. Là, cette conception prenait ses racines dans l'expérience. Et la théorie cinétique des gaz de Maxwell est une théorie qui explique les propriétés des gaz à partir de leurs constituants atomiques. On peut dire que le 19e siècle, en plus d'être un boom industriel et scientifique, a vraiment bâti les fondations sur laquelle allaient se construire les grandes révolutions scientifiques du XXe siècle. Je vous remercie.